Bonjour et bienvenue à la 49e diffusion de 5e dimension. Cette vidéo fait suite à la 48e diffusion. Dans de nombreuses structures, que nous appelons cathédrales, les pointes symétriques des pinacles fonctionnaient de manière similaire, extrayant l'éther de l'ionosphère. Une fois récoltée, l'énergie devait inévitablement être attirée vers le bas, dans la partie supérieure la plus large de ces structures en forme de dôme. En examinant l'intérieur de plusieurs de ces dômes, nous nous rendons compte qu'ils reposent sur une ornementation symétrique, obtenue par des indentations ou des cavités dans la maçonnerie. Dans le monde de l'électromagnétisme, un résonneur à cavité fonctionne par symétrie pour produire des oscillations ou des vibrations de particules énergétiques. Les formes symétriques forcent les particules énergétiques ou les ions à vibrer de manière constante. Est-ce la raison pour laquelle nous voyons une ornementation symétrique parfaite dans le plafond de nombreuses structures en forme de dôme? Cela semble sans doute absurde, mais la majorité de ces structures comportent également un petit type de résonneur à cavité, ou ce que l'on appelle plus justement des magnétrons à cavité, qui offrent une certaine clarté quant à la fonction réelle de ces structures. Un magnétron à cavité est un tube à vide de grande puissance qui génère des micro-ondes en utilisant l'interaction d'un flux d'ions avec un champ magnétique lorsqu'il se trouve dans le résonateur de la cavité. Un magnétron fonctionne à travers un vide symétrique et vidé. Il émet de puissantes micro-ondes qui peuvent servir de source d'énergie libre. Si vous brisez la symétrie ou fermez le vide, il ne fonctionne plus. Mais pouvez-vous voir la ressemblance? Ces structures n'ont jamais été conçues pour contenir du verre. Les contrôleurs ont ajouté le vitrail aux rosaces pour couper la fonction du magnétron. Ils ont fermé nos instruments d'énergie libre. Et ils sont partout dans ces structures. Il est intéressant de noter que si vous observez la géométrie de sections entières des structures elles-mêmes, il devient alors très évident qu'elles ont fonctionné dans leur intégralité comme un magnétron à cavité pour générer de l'énergie. Tous les magnétrons à cavité sont constitués d'une chambre métallique circulaire centrale chauffée, dans laquelle le courant sort et que l'on appelle cathode. Regardez ce mot, cathode. Est-ce qu'il vous rappelle un autre mot? Cathédrale. Cathode. Comme pour tout le reste, ils corrompent la vérité et cachent des choses à la vue de tous. Les contrôleurs ont retiré la plupart des cathodes faisant partie intégrante de ces magnétrons à cavité, mais il existe aujourd'hui certaines structures dans lesquelles on peut voir des traces de l'ancienne cathode encore présente. Le recours important à la symétrie et autres cavités dans ces structures n'est pas une coïncidence. L'ornementation symétrique aurait fonctionné de manière similaire, faisant vibrer les particules énergétiques de manière constante. Les fleurs dans les carrés peuvent être considérées comme des résonateurs acoustiques qui font vibrer les ions. C'est ici que l'énergie aurait été continuellement manipulée en énergie vibratoire et électromagnétique de fréquences spécifiques. Regardez attentivement ces magnifiques résonateurs acoustiques. Pourriez-vous en fabriquer un à la main aujourd'hui et à une telle hauteur? Pourquoi un peuple sous-développé passerait-il autant de temps à fabriquer une ornementation symétrique aussi parfaite? Surtout si elle n'avait aucune fonction et était purement esthétique, ils ne l'auraient pas fait. Les résonateurs à cavité et les magnétrons auraient dû fonctionner en partenariat avec un moteur ou un réacteur central contenu dans toutes ces structures. Les mots résonateur et réacteur sont tous deux intéressants, tout comme les mots conducteur, générateur, créateur et le nom Mercator. Ils contiennent tous le mot Tor dans leur structure linguistique. Ils renferment une mémoire linguistique et rendent hommage au Thor ou au chant taurique.
Le Tor est le flux de l'électromagnétisme. Sans ce flux d'énergie, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Personne ne peut vraiment en être sûr, mais certains ont suggéré que le moteur était probablement similaire à un réacteur à fusion. Les traces de ces moteurs peuvent être trouvées dans tous les grands générateurs. La coquille vide de l'endroit où se trouvait le moteur est généralement, mais pas toujours, octogonale. C'était juste devant nos yeux tout ce temps. Les contrôleurs ont retiré les moteurs, parfois réaffectant l'espace en baptistère et en kiosque à musique, parfois laissant la base vide ou tentant de les recouvrir. Nous voyons ces structures octogonales dans les cathédrales, les bâtiments gouvernementaux, les mosquées et les kiosques à musique. Et à moins qu'elles n'aient été réaffectées, ces structures semblent n'avoir aucune fonction globale. Elles ne contribuent pas à la structure globale. Elles semblent superflues et inutiles. Des théories ont fait surface selon lesquelles les moteurs ou le mécanisme technologique central étaient similaires à un tokamak, et bien que je ne souscrive pas à cette idée, ce qui deviendra évident plus tard dans notre voyage, nous l'utiliserons pour l'instant à des fins d'illustration. Un tokamak est un dispositif puissant qui utilise un champ magnétique pour produire du plasma sous la forme d'un tor. Les tokamaks contemporains que nous voyons sont utilisés pour la fusion thermonucléaire. Le champ torique du tokamak, en conjonction avec les ions vibrants de l'éther, aurait produit un champ électromagnétique hautement conducteur de gaz appelé plasma, tout comme notre Soleil et notre ionosphère. Si ceux de l'Ancien Monde avaient utilisé quelque chose qui ressemble de près à la capacité d'un tokamak, le résultat aurait été une abondance d'énergie électromagnétique propre, puissante et gratuite qui aurait pu alimenter des villes entières et la Terre entière. Il ne s'agissait pas d'églises, de cathédrales, de châteaux et de bâtiments du Parlement, mais d'énormes générateurs de moteurs. Les contrôleurs ont inventé des étiquettes et des termes tels que Renaissance, gréco-romain, et ainsi de suite, pour décrire le style de ces structures. Mais comme vous pouvez le voir, toutes ces magnifiques structures invraisemblables partagent toutes les mêmes principes structurels fondamentaux et la même conception malgré la période et les cultures. Et ce, parce qu'elles ont été créées dans le seul but de générer de l'énergie. Et ce n'est pas parce que ces structures n'ont jamais été utilisées pour la prière et le culte qu'elles n'étaient pas des lieux saints. Les civilisations du passé entretenaient une relation avec la source et l'Esprit Saint, ou l'éther, comme aucune autre. Et elles lui rendaient hommage, la révéraient et la remerciaient en construisant leurs générateurs avec tant de splendeur et de beauté. Et non seulement ça, mais ils ont construit l'ensemble de leurs structures, statues et ornementations dans le respect de ce don, dans le respect de la production d'énergie, qui a rendu leur mode de vie possible en premier lieu. Selon de nouvelles recherches, les briques rouges peuvent être converties en unités de stockage d'énergie qui peuvent être chargées pour contenir de l'électricité comme une batterie et peuvent stocker de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour alimenter les appareils. La clé de cette fonction de batterie inhérente à la brique rouge est l'oxyde de fer. Le développement et l'utilisation de la brique rouge sont essentiels et nous reviendrons sur ce sujet bien plus tard au cours de notre voyage. Les très grandes centrales et batteries en briques rouges étaient désignées et reconnaissables par leurs bandes blanches, comme la gare de Saint-Pancras à Londres, et de nombreuses autres structures célèbres. Cette désignation des centrales par des bandes rouges et blanches est encore utilisée aujourd'hui et constitue également un indicateur pour l'aimant. Certaines étaient construites en bleu, noir et marron avec des rayures blanches. Les tours, les obélisques et les petites tours d'horloge fonctionnaient comme des condensateurs intermédiaires ou des batteries pour stocker, distribuer et fournir de l'énergie à travers le réseau.
Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau. Et pourtant, il est encore difficile d'imaginer le réseau énergétique et encore plus difficile d'imaginer le niveau de travail requis pour enlever tous les moteurs et les vaisseaux, pour détruire et cacher suffisamment de l'ancien monde et commencer à réécrire l'histoire afin que la grande réinitialisation ait été un succès. Ce que nous voyons au 19e et au début du 20e siècle est la phase finale de la réinitialisation. Il y a eu une période transitoire et comme toute phase de transition, la période utilisait encore certaines des technologies de l'ancien monde qu'ils essayaient d'éliminer progressivement. Et comme je l'ai dit, l'ennemi est paresseux. Ils auraient vraiment dû se débarrasser de ces photographies et de ces images. Regardez. La plupart de ces images ont été prises pendant les expositions universelles du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tout électricien peut témoigner de l'impossibilité d'éclairer à cette époque et à cette échelle.